Bonjour à tous et merci de vous joindre à l'appel général de juillet du groupe de travail RBM CSC. Je vois que tout le monde est en train de nous joindre. Donc nous allons encore attendre quelques secondes pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Si c'est la première fois que vous rejoignez notre groupe de travail, je m'appelle Gabrielle Hunter et je suis avec Mariam ici. Nous sommes les coprésidents du groupe de travail. C'est le comité directeur et le secrétariat du groupe de travail vous souhaite la bienvenue à l'appel général de juillet, notre troisième et dernier appel général de l'année 2022. Vous pouvez suivre les diapositives de la présentation en anglais, français ou portugais en accédant au lien sur la diapositive qui se trouve également dans la boîte de discussion. Comme toujours, le secrétariat enverra les diapositives et les enregistrements dans les trois langues par courrier, après l'appel. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, veuillez vous présenter dans la boîte de discussion. Veuillez sélectionner tous les panélistes et les participants avant d'envoyer votre message afin que tout le monde puisse voir votre introduction. Et finalement, votre présentation plutôt. N'oubliez pas de sélectionner votre langue d'interprétation en bas à droite de l'écran. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Je vois déjà plusieurs noms familiers et quelques nouveaux aussi. Donc, merci à tous et bienvenue. On vous souhaite la bienvenue. On vous remercie de joindre à nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Ashley du secrétariat pour commencer l'ordre du jour aujourd'hui par quelques mises à jour du groupe de travail. Merci, Gabriel. J'ai le plaisir de vous faire quelques mises à jour aujourd'hui au nom du secrétariat du comité directeur. Tout d'abord, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle membre de notre équipe du secrétariat, Eva Rosen. Eva est spécialiste de programme au Johns Hopkins Center for Communication Programs. Veuillez contacter Eva par email ou par Springboard comme un autre moyen de dialoguer avec notre secrétariat du groupe de travail. Eva se joint à moi et à Jean-Jacques Roux, qui est basé à Abidjan, dans l'équipe du secrétariat. S'il vous plaît, rejoignez-moi pour accueillir Eva dans la boîte de discussion. Bienvenue, Eva. C'est un plaisir de vous avoir dans notre équipe. Pour notre deuxième mise à jour, je suis heureuse de vous annoncer que la planification est bien avancée pour le forum virtuel du groupe de travail CSC qui se tiendra le 21 et 22 septembre de cette année. Le forum se tiendra sur Zoom et nous élaborons un ordre du jour passionnant avec des présentations techniques, des mises à jour de nos activités de flux de travail, des discussions sur les orientations futures du groupe de travail et des mises à jour d'autres groupes de travail RBM. Merci à tous ceux qui ont soumis votre résumé. Vous allez entendre bientôt le comité de planification vous donner un retour. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez utiliser le lien dans la boîte de discussion pour vous inscrire au forum virtuel. Ensuite, les élections du comité directeur commenceront en octobre. Il y aura 2 postes de coprésident et 4 postes de comité directeur ouverts pour l'élection. Le secrétariat encourage tout le monde à examiner le mandat du groupe de travail, CSC, qui décrit les critères d'admissibilité des coprésidents et des membres du comité directeur. Les termes de référence sont disponibles en anglais, en français et en portugais. Et le lien est disponible dans la boîte de discussion. Finalement, je suis heureuse d'annoncer que le groupe de travail CSC a officiellement lancé son nouveau volet de travail axé sur la CSC contre le paludisme lors du déploiement du vaccin RTSS. Le volet de travail s'appuiera sur ce que nous avons appris et discuté lors du forum virtuel l'année dernière. Le travail a commencé par la capture des enseignements tirés des expériences pilotes et aussi nous allons parler des différents rapports et des entretiens. Aussi, nous avons
un document d'orientation pour la CSC pour l'introduction du vaccin RTSS. C'est une excellente occasion de s'impliquer davantage dans le groupe de travail, la participation au volet de travail. Et c'est aussi l'une des conditions d'admissibilité au poste du comité directeur lors de nos prochaines élections. Si vous souhaitez vous joindre à ce volet de travail, veuillez communiquer vos renseignements au secrétariat à travers le formulaire de bénévolat qui se trouve dans la boîte de discussion. Merci à tous ceux qui sont déjà portés volontaires et vous entendrez bientôt parler du secrétariat. Je maintenant aimerais passer la parole à Eva Emiliano et Aïda Savagogo pour partager des mises à jour sur le programme des ambassadeurs lusophones et francophones. Merci. Merci beaucoup, Ashley. Je suis une des ambassadrices lusophones dans ce groupe. Et ici, nous avons donc un contact pour nos ambassadeurs lusophones. Nous faisons différentes choses dans notre groupe et nous voulons partager que nous avons fait notre première session de réseautage avec des différents membres de notre groupe. Nous avons eu 18 membres, ce qui est très encourageant. Nous avons aussi travaillé avec les coordinateurs nationaux à Angola et au Mozambique. Ils ont exploré et ils ont parlé comment la communication devrait être prise en compte. Et c'était quelque chose de très important pour pouvoir atteindre nos objectifs de paludisme. Il a aussi parlé du fait qu'il apprécie beaucoup notre réseau lusophone. Il y a eu beaucoup de partage d'informations et c'est quelque chose de très important, surtout à travers la CSC et tous les pays lusophones. Nous avons discuté aussi du rôle des ambassadeurs et nous avons parlé du protocole de Springboard qui explique notre participation dans la communauté lusophone. Ensuite, nous avons eu un débat avec les pays ensemble, tous les pays qui étaient connectés avec nous. Nous voudrions avoir une participation active de tous les membres lusophones. Et donc, tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à se joindre à nous à travers notre groupe WhatsApp. Et aussi, vous avez ici les contacts de Deborah et de Sergio si jamais vous voulez nous contacter. Nous contacter, pardon. C'est très important pour nous, c'est très important pour notre groupe de travail sur la CSC et le paludisme. Et donc voilà, c'était notre mise à jour. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à ma collègue Ida qui va nous donner une mise à jour du programme francophone. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Ivory et je suis membre du groupe de travail RBM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous donner un peu de contexte avant d'accueillir notre présentation technique qui porte sur le changement de comportement de fournisseurs. Le changement de comportement de fournisseurs et la communication des services sont tous les deux domaines, des prestataires plutôt, et le changement de social et le changement de comportement. La communication des services fait référence à l'utilisation
d'approche de communication avant, pendant et après la prestation des services pour stimuler l'adoption des services et maintenir des comportements sains. Changement de comportement des prestataires cherche à s'attaquer aux facteurs comportementaux qui influencent la façon dont les prestataires de soins de santé s'acquittent de leurs tâches. Ces tâches peuvent inclure le diagnostic, le traitement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres. Pour la communication de service, les clients sont la cible principale. La communication servie peut inclure des campagnes médiatiques, des dialogues communautaires, des aides à l'emploi, etc. Bon nombre de présentations de nos appels généraux relèvent du domaine de la communication de services. D'autre part, pour le changement de comportement des fournisseurs, les prestataires sont la cible principale des interventions CSC. Les interventions de changement de comportement des prestataires peuvent impliquer à la fois des éléments de communication et de non-communication. Par exemple, il peut s'agir d'un mélange de discussions de groupe avec les prestataires, des documents au point de service, des financements basés sur les rendements, la supervision et d'amélioration de qualité et changement de processus. Les interventions peuvent être fournies par les prestataires, les superviseurs et le personnel gouvernemental ou des partenaires. Les clients et les membres de la communauté peuvent participer aux interventions si l'objectif est d'influencer le comportement des prestataires, par exemple, à travers les méthodes de rétroaction des clients. Aujourd'hui, la docteure Stella Babola partagera des résultats d'une évaluation d'un établissement de santé au Bénin. Cette présentation explore comment les questions psychosociales dans les évaluations des établissements peuvent améliorer nos connaissances sur le comportement des prestataires. La docteure Stella Babola est professeure de communication sur la santé à la Johns Hopkins School of Public Health et directrice de la division de la recherche et de l'évaluation au centre de communication de programme. Démographe de formation, elle a plus de 30 ans d'expérience dans la recherche comportementale et a beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle est chercheuse sur la communication de la santé et le changement de comportement. Elle a publié de nombreux articles sur de multiples questions de santé. N'hésitez pas à taper vos questions dans la boîte de discussion et en bas de votre écran, français, anglais ou portugais. Je vais maintenant céder la parole à Dr. Stella Babalola. Merci de vous joindre à nous, Stella. C'est à vous. Merci beaucoup. Evry. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous des données que j'ai collectées l'année dernière au Bénin pour parler des différentes influences des facteurs psychosociaux sur la prise en charge de cas de fièvre par les prestataires de formation sanitaire au Bénin. Mm. Un peu de contexte avant de commencer. Le risque de paludisme au Bénin couvre tout le pays. Le paludisme est une cause majeure de morbidité et de mortalité. C'est 47% des consultations ambulatoires de la population générale sont sur le paludisme. Et 50% des consultations ambulatoires chez les enfants de moins de 5 ans représentent des consultations sur le paludisme et 39% des hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans. Nous pouvons voir aussi que la prévalence nationale du paludisme a augmenté entre 2011 et 2012 et 2017 et 2018. Donc, le paludisme est présent dans toutes les régions, mais surtout dans la partie nord-ouest et sud-ouest. Suivant. Suivant, merci. Donc ici, en ce qui concerne la gestion des cas de paludisme, c'est quelque chose de critique, très important. Nous savons que l'adhésion des prestataires aux directives de prise en charge des cas est essentielle pour la lutte du paludisme. Et, et nous savons qu'il y a différentes façons et modèles de se comporter qui sont influencés par différents facteurs. Suivant, s'il vous plaît. Les facteurs psychosociaux, comme par exemple les attitudes et les normes, influencent les comportements de gestion
cas de paludisme dans différentes zones. Et ces facteurs influencent vraiment beaucoup pendant la gestion des cas de paludisme dans tous les contextes. Mais nous ne mesurons pas ces facteurs et nous ne savons pas ce comportement. Donc, les enquêtes dans les établissements de santé offrent la possibilité de mesurer quantitativement la prévalence de ces facteurs et leurs associations avec le comportement des prestataires. Comme ça, nous allons pouvoir améliorer la gestion des cas des prestataires. Maintenant, j'aimerais parler des méthodes que nous avons utilisées dans cette étude. Les données que nous sommes en train de présenter aujourd'hui viennent d'une évaluation transversale qui s'est effectuée en novembre-décembre 2021. Il y a différents centres de santé, de 12 départements différents dans le pays. Cet examen inclut des formations, donc 128 formations sanitaires. Nous avons eu aussi des entretiens avec 366 agents de santé impliqués dans la prise en charge du cas du paludisme. Et nous avons aussi eu des entretiens avec 1245 patients fiévreux. On peut continuer, s'il vous plaît? Suivant. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gestion correcte des cas de fièvre. Et nous allons voir quels ont été les traitements des patients basés sur les résultats du test. Nous avons une régression logistique et nous avons donc des caractéristiques psychosociales du prestataire, des caractéristiques de l'établissement. Nous allons parler justement de cette gestion correcte de la fièvre. C'était le résultat d'intérêt en tout cas. Nous sommes en train de voir si ces genres de tests étaient disponibles le jour de l'étude. Suivant, s'il vous plaît. Nous allons parler des résultats. Comme vous pouvez voir ici dans cette diapositive, nous avions testé plusieurs patients. Parmi les cas suspects de paludisme qui ont été testés, la plupart des cas ont été traités de façon correcte. Et dans 20% des cas, des cas qui ont été testés négatifs ont quand même reçu un antipaludien. Et c'est intéressant de savoir que plus de la moitié des cas suspects de paludisme ont reçu un antipaludien. Suivante, s'il vous plaît. Ici, nous pouvons voir la gestion correcte de cas fiévreux et tout cela par type d'établissement. Vous pouvez voir les différents établissements et comment ils gèrent les cas fiévreux. Maintenant, nous allons voir les résultats avec une prédiction de gestion des cas corrects avec une régression logistique. Ici, vous pouvez voir des prédicteurs de variables psychosociales et autres. Et ici, on peut voir que les prestataires dépendent de quel genre de centre et qu'est-ce que les collègues font. C'est quelque chose que nous connaissons comme une conformité conditionnelle.
C'est-à-dire que les gens, les personnes vont suivre les instructions et la gestion correcte des cas que si les personnes de leur entourage sont en train de le faire eux-mêmes aussi. Et donc, ici, par exemple, nous avons aussi ce que nous appelons la note moyenne de connaissance de la prise en charge des cas. Il n'y a pas de différence en- entre la gestion des cas, que ce soit des adultes ou des enfants. Les données aussi nous montrent que la prévalence de cas positifs dans les établissements de santé vont être mieux gérés si on respecte les lignes d'orientation. Donc, plus ils en font, mieux ils le font, et plus ils ont l'opportunité de le faire, plus ils le font. Et aussi, au converse, s'ils ont moins d'opportunités de gérer ce genre de cas, alors ils vont moins suivre les lignes directrices. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons aussi des résultats supplémentaires à partager avec vous, le type d'établissement. Nous pouvons voir qu'il y a qui sont plus faibles pour les patients traités dans les cliniques privées. Donc, et donc, nous avons ici, par exemple, les prestataires et une perception positive des clients étaient légèrement plus susceptibles de pratiquer une gestion des cas correcte. Donc, ils pensent que les clients sont demandeurs, qui sont exigeants, et donc les comportements des prestataires sera meilleur s'ils ont une perception positive de leurs clients. Et les attitudes des prestataires à l'égard de la gestion des cas sera comme mentionné. Donc, quelles sont les conclusions de notre étude? Il y a donc des recommandations, c'est-à-dire il faut faire attention aux installations privées. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se produire et comment on peut mieux gérer ces installations privées pour qu'elles puissent arriver à cette gestion des cas correcte souhaitée. C'est important aussi de surveiller le comportement de prise en charge des cas par les prestataires dans les zones où la prévalence du paludisme est faible ou en baisse. Parce que, comme on l'a dit, la pratique nous améliore. Et donc, si les cas sont en train d'être plus faibles ou de baisser, il faut continuer de faire cette surveillance pour pouvoir intervenir de façon appropriée. Il faut aussi insister sur l'importance de l'adhésion, quel que soit l'âge du patient. Tous les patients devraient être testés et ils devraient être traités de façon correcte, basée sur ces résultats. Il faut aussi qu'on puisse donner aux prestataires les moyens de renforcer la capacité des patients à adhérer au traitement et à positionner l'observance du patient comme la norme. C'est très important, surtout de renforcer ces capacités des patients à adhérer au traitement. Il faut que les patients puissent suivre ceci comme la norme. Donc, c'est une communication de service. Merci. Encore une fois, si on continue avec les recommandations, les efforts de changement de comportement des prestataires peuvent intégrer les approches CSC pour améliorer intentionnellement les normes. Donc, ceci peut être fait en promouvant la discussion entre prestataires, en tirant parti des leaders d'opinion et des réseaux professionnels, avec des interventions de groupe sur tout le site au lieu d'envoyer un ou deux prestataires
prestataires hors des établissements, c'est-à-dire intervenir au niveau des établissements. Il faut créer cette culture de gestion de cas corrects dans les établissements. Ces approches sont compatibles avec des formations, avec l'amélioration des services et d'autres services. En conclusion, en conclusion, il est précieux d'examiner la gestion des cas à travers une lentille comportementale. Outre les connaissances, les facteurs liés à la perception des prestataires, des clients et des contextes de l'établissement de gestion impactent la gestion des cas. Les efforts visant à améliorer l'adhésion des prestataires doivent tenir compte des cas, des perceptions et d'autres facteurs de comportement. Suivant, s'il vous plaît. Finalement, il est possible d'inclure des questions sur les facteurs psychosociaux dans les évaluations des établissements de santé. Ils peuvent être utilisés pour informer les prestataires sur les changements de comportement et ses interventions. Je voudrais remercier tout le monde. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier mes co-auteurs, Mautius Plusinski, Ruchita Pila, Hortense Kouzou, Aurore Houto, Angela Acosta, Dinser, Patrick Kondo, Virgile Gnadegano, Ahmed Saadani, Hassani et Cyriaque Afoukou. Ce sont des personnes des différentes institutions qui sont au Bénin. Il y a des personnes de la CDC, de PMI et surtout, j'aimerais aussi remercier la collaboration avec le MNCP au Bénin. Merci. Merci beaucoup, Stella, pour cette présentation excellente. Et maintenant, nous aimerions prendre les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et les commentaires dans la boîte de discussion, n'hésitez pas à les saisir. Nous allons commenter là-dessus. Merci. Juste pour commencer, il y a une question que j'ai pour vous, Stella. Si vous voulez bien la répondre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire ce genre d'examen d'établissement pour aussi examiner les communications de service? Oui, oui, parce que en fait, nous avons interviewé les clients sur l'information qu'ils ont reçue et nous n'avons pas pu faire des observations. Nous n'avons pas pu, par exemple, faire des observations entre les interactions de prestataires-clients. Nous avons juste posé des questions. Hmm. Au moins, on peut le faire au niveau de l'établissement. C'est aussi d'avoir des questions sur ce qui se passe en dehors de l'établissement. On peut aussi poser des questions lors des entretiens de sortie. Merci beaucoup, Stella. Il y a une autre question, Stella. On doit mieux comprendre les raisons pour lesquelles les prestataires vont peut-être suivre, par exemple, les lignes d'orientation entre les enfants de 5 à 15. Y a-t-il un autre problème psychosocial qui va peut-être impacter le comportement des prestataires? Pourquoi ils n'adhèrent pas à ce genre de orientation quand on parle des enfants? Je pense que c'est parce que il y a cette croyance comme quoi le paludisme est beaucoup plus dangereuse sur les enfants de moins de 5 ans. Ils ne veulent pas prendre leurs chances. Et donc,
Ils font vraiment très attention, surtout avec les enfants de moins de 5 ans. Oui, cela a beaucoup de sens ce que vous dites. Donc, merci beaucoup. Il y a une autre question. Avez-vous exploré les déterminants des comportements des prestataires qui, en principe, peuvent être en déclin? Pouvez-vous répéter la question? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris la question. Donc, avez-vous exploré les déterminants de comportement qui vont impacter le comportement et le changement de comportement chez le client? Les clients, j'ai pas trop compris. Je ne comprends pas trop la question. Donc, un des résultats que nous avons obtenus, c'est que la pratique nous améliore. Donc, si on voit plus de bonne gestion des cas de paludisme, plus on fera du bon travail. Donc, pendant que les cas de paludisme déclinent, il faut qu'on s'assure que les prestataires qui ne voient pas autant de cas qu'ils ne faisaient auparavant puissent continuer à leur gérer bien les cas. J'espère avoir répondu cette question. Mais voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et juste une question de clarification. Les prestataires font des tests de paludisme pour les cas suspects. Est-ce qu'ils font de microscopie ou d'autres? Ils font surtout le test, le test auditif. Et donc, ils font des tests de cette façon. On, on disait aussi, est-ce que les impacts ou les comportements des prestataires étaient quelque chose qui avait été rapporté dans les entretiens ou c'était peut-être quelque chose que vous avez observé? Les prestataires nous donnent une note, ils donnent une note au client en disant quel est le résultat et quel était le traitement. Et le client ramène cette note à l'entretien avec notre équipe d'études. Donc, c'était vraiment pour voir si les tests et et les résultats sont les mêmes que ce que le prestataire avait trouvé ou lui avait dit. Donc, ce que le prestataire dit et ce qu'il distribue au client est basé sur les questions de l'équipe d'études. On peut savoir qu'est-ce qui a été vraiment fait et qu'est-ce qui a été dit. Merci, et c'était là. Et donc maintenant, nous avons une question de Pascal. Est-ce que vous avez des informations sur les déterminants pour les bureaux privés et les pharmacies? Est-ce qu'ils ont été impliqués dans cette procédure? Oui, pour les cliniques privées, ils, ils, ils ont pas donc ils suivent une formation parce que c'est très difficile de pouvoir faire des formations dans des institutions privées. C'est difficile justement de pouvoir faire des formations à des prestataires dans des institutions privées. Et ce qu'il faut, c'est voir un peu plus de données, peut-être faire quelques études supplémentaires, des études qualitatives supplémentaires pour pouvoir voir ces genres de résultats, pour pouvoir voir la gestion. Mais en tout cas, la gestion correcte des cas était très bas. Merci beaucoup.
Et encore une autre question, Pascal. Donc, c'est pour les officines privées et les pharmacies. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que vous avez réussi à voir? Non, on ne sait pas du tout. Nous n'avons pas regardé du tout les pharmacies. Nous, nous avons juste vu des cliniques et des établissements de santé. Et nous avons maintenant une question de Sean. Avez-vous pu voir la gestion des cas corrects pour des cas de paludisme sévère comparé avec des cas de paludisme standard? Est-ce que cela inclut une différence? Malheureusement, non. Nous ne sommes pas focalisés sur le paludisme sévère. Nous avons posé des questions sur la connaissance et la connaissance des prestataires sur le paludisme, mais non pas sur la sévérité. Une question de Gabriel. Comment pouvons-nous utiliser ceci et savoir que la perception des pairs, des prestataires influence leur propre comportement? On peut le faire. Nous avons parlé de ce genre de présentation et on voit que les personnes sont influencées par ce qui se passe autour d'eux. Ce qui se passe autour d'eux montre quelles sont leurs chances d'avoir une réussite. Donc, s'ils sont entourés par des bonnes gestions de cas, alors ils auront plus de chances de bien gérer les cas. Donc, ça vraiment dépend des pairs. C'est pour s'assurer qu'il y a cet établissement de santé qui, d'une façon collective, va pouvoir dire dans les centres, c'est comme ça la façon de faire. Et donc, c'est important de dire, par exemple, dans tous les centres, nous testons. Et donc, c'est la façon de procéder. C'est comme une disposition pour que tout le monde puisse savoir du responsable au personnel de santé lambda. Il faut qu'ils sachent tous et ils se disent, c'est la façon dont nous faisons les choses. Une question de Tiana. Dans d'autres contextes, le nombre de clients qui sont dans la queue influence le comportement du prestataire. Y a-t-il des résultats là-dessus? Oui, bien sûr. Dans les analyses que nous avons fait, dans l'analyse que nous allons faire dans le futur, nous allons nous focaliser sur ce impact, sur qu'est-ce qui, comment la charge de travail impacte vraiment, comment cette charge de travail a un impact. Plus on voit de personnes, plus on va compromettre notre attention, notre service. Une question maintenant d'Augustine. Quelles sont les recommandations pour les prestataires qui ont traité le paludisme, qui ont eu un résultat de paludisme négatif? Oui, donc en fait, c'est peut-être qu'il y a des doutes et c'est quelque chose qu'il peut se dire, oui, peut-être que cette personne dit non, elle a pas le paludisme, mais peut-être qu'ils ont des doutes s'ils n'ont pas fait tous les résultats. Il faut mieux comprendre l'impact du fait de traiter du paludisme quand le paludisme n'est pas là. Vous pensez que ces approches et ces stratégies de CSC, par exemple, seraient plus utiles
Oui, moi je dis que oui, il y a plein de choses que nous pouvons faire dans notre formation, par exemple. La formation, c'est une chose, mais après la formation, on oublie. Il y a des choses qui ne sont plus dans leur tête, mais si on réfléchit, on se dit, c'est la façon dont nous faisons les choses dans les établissements qui sont soutenus par les institutions, alors ils vont continuer de le faire. Mais peut-être que mes collègues, ma collègue Gabrielle pourrait dire quelque chose là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Oui, peut-être une réflexion rapide, et c'est le fait que les données nous montrent que quand les prestataires pensent que tous les autres prestataires sont en train de suivre les orientations, les guides d'orientation, alors cela les influence et ils le font. Et donc, s'ils pensent que la plupart des prestataires sont en train de faire des traitements contre le paludisme alors que les tests sont négatifs, cela va influencer qu'est-ce qu'ils font eux et ils essayent de faire la même chose. C'est ce que les données nous montrent. Et on peut voir que ceci est fait dans des centres de santé, par exemple, à travers des activités comme, par exemple, des affiches avec leur rendement ou leur performance et ils montrent qu'est-ce que les autres prestataires sont en train de faire. Et donc, les prestataires peuvent voir qu'est-ce que les autres centres ou les autres prestataires sont en train de faire. Ce sont des exemples de comment on peut aider les prestataires à voir qu'est-ce que leurs pairs sont en train de faire ou qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Ils parlent des différents niveaux de pression et ils essayent de mettre en place les mêmes genres de actions dans leur centre. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question pour vous, Stella. Comment les prestataires qui viennent des zones endémiques basses peuvent faire cette gestion de paludisme et comment on peut les comparer avec leurs collègues qui viennent des zones à forte paludisme, à fort paludisme? Les résultats nous montrent que la prévalence de paludisme va avoir un impact sur la conformité des centres. Il y a donc des centres qui vont suivre les guides d'orientation. Et même dans les zones à basse prévalence, il y a quand même des cas. Et donc, le message, c'est qu'il faut prendre et faire attention à toutes les régions, peu importe le cas ou la prévalence. Parce que il faut qu'on s'assure que tous les cas doivent être testés et que la gestion doit être correcte partout. Une question de taille. En entendant votre discussion, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne pratique de faire une étude avant de développer des activités? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, moi je dirais que oui, parce que toutes les interventions, hein,
dépendent du contexte. Et donc, si on ne comprend pas quel est le problème, alors nous ne pouvons pas intervenir de façon appropriée. Et donc, j'aimerais dire oui. Et donc, c'est intéressant de voir aussi quelles sont les études qui existent. Et on peut apprendre beaucoup des études qui existent déjà. Et il faut comprendre quels sont les facteurs sous-jacents pour mieux pouvoir développer nos interventions. Merci beaucoup, Stella, et merci beaucoup à tous de vos excellentes questions. Nous demanderons au docteur Babalola de répondre à toutes les questions restantes et nous les inclurons dans le courriel récapitulatif que nous allons envoyer après cet appel. Je vais maintenant donner la parole à Mariam pour clore l'appel d'aujourd'hui. Merci. Mariam, c'est à vous. Oui, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir bien modéré cette session. Merci à Dr. Stella pour une présentation exceptionnelle. Et c'est très important pour nous d'identifier les prestataires importants pour pouvoir donner nos messages à ces pairs et à ces prestataires et qu'on puisse travailler donc avec tous ces travailleurs de santé. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses d'apprendre de votre présentation. Et donc maintenant, pour clore cette réunion, nous aimerions vous dire que nous avons effectué donc cet appel général aujourd'hui. Je veux prendre cette opportunité pour remercier notre secrétariat et notre comité directeur d'avoir préparé l'appel d'aujourd'hui. Et merci encore une fois, Dr. Stella Babola, pour une présentation exceptionnelle sur le sujet important de l'influence des facteurs psychosociaux sur la prise en charge des cas de fièvre chez le prestataire. Et j'aimerais à tout le monde de prendre cette présentation et vraiment penser à vos pays. Avant de clore l'appel d'aujourd'hui, j'aimerais partager un récapitulatif du webinaire du 30 juin. C'est un donné qui nous a donné des aperçus, des lignes directrices pour la mise en œuvre du paludisme CSC avec zéro paludisme, commence avec moi. Nous avons parlé des domaines de convergence et de divergence entre le paludisme CSC et zéro malaria, commence avec moi, et les 5 actions recommandées pour mettre en œuvre les deux ensemble de manière à s'assurer que les objectifs des deux sont atteints. N'oubliez pas que la CSC consiste à changer les comportements individuels et communautaires concernant les comportements spécifiques de prévention et de traitement de le paludisme et que le plaidoyer consiste à créer un environnement propice au changement de politique et de ressources. Je tiens aussi à remercier nos conférenciers d'Éthiopie, Ouganda et du Kenya qui ont partagé leur expérience. Donc, si vous avez une expérience à partager avec nous, s'il vous plaît, partagez votre expérience avec nous à travers Springboard. Les enregistrements de cette réunion et les diapositives seront bientôt disponibles sur Springboard. Et aussi celle de Zéro Malaya commence avec moi. Finalement, j'aimerais vous remercier encore une fois à vous tous d'avoir atteint cet appel aujourd'hui. Nous allons bientôt partager avec vous cette réunion. Merci beaucoup à tous. Nous vous reverrons en septembre au forum virtuel. Nous vous apprécions et nous sommes ici pour vous au cas où si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ayez une excellente journée. Merci. On vous remercie.